Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de recevoir une serpillière usagée comme cadeau pour la fête des mères? Pendant que la belle-mère de votre propre fils reçoit une bague en or? Je m'appelle Élodie Moreau, j'ai 70 ans, et pendant des décennies j'ai cru que l'amour d'une mère était toujours réciproque. Comme j'avais profondément tort. Ce dimanche de mai à Lyon a commencé comme tous les autres dimanches des 5 dernières années. Je me suis levée à 6 heures du matin, une habitude que je garde depuis mon époque d'ouvrière dans l'usine textile, et j'ai traversé la maison silencieuse. Ma maison, il faut le rappeler, où Pierre, mon fils de 45 ans, et Camille, sa femme de 38 ans, vivaient par charité depuis qu'il avait perdu son emploi chez Renault. L'appartement de 3 pièces dans la rue de la Pardieu avait toujours été ma fierté. J'avais acheté chaque brique avec la sueur de mon front, travaillant double poste pendant 20 ans après la mort de mon cher Henri. Chaque meuble, chaque rideau, chaque tableau au mur portait les souvenirs de sacrifices et de rêves réalisés. Ce matin-là, j'ai préparé un petit déjeuner spécial. Des croissants frais de la boulangerie du Bois, de la confiture de framboise maison que j'avais faite la semaine précédente, du café fort comme Pierre l'aimait depuis enfant. L'arôme a envahi la cuisine, se mêlant au parfum des fleurs que j'avais arrangées moi-même, des tulipes jaunes, ses préférées quand il était petit. « Bonne fête des mères, maman » a murmuré Pierre depuis le salon, sans lever les yeux de la télévision. Il regardait le journal du matin de France 2, mais j'ai remarqué que son attention était plus sur son portable que sur les informations. Camille ne s'est même pas donné la peine de me parler. Elle était étalée sur le canapé, M1 canapé, que j'avais acheté en faisant des heures supplémentaires à l'usine, en manipulant frénétiquement Instagram, publiant des photos de la vie parfaite qu'elle avait construite à mes dépens. J'ai attendu. N'importe quelle mère au monde comprendrait cette attente silencieuse, ce désir simple d'être rappelé, valorisé, reconnu pour ce que nous avons fait pour nos enfants. À 70 ans, j'avais littéralement dédié toute mon existence à cet homme. J'avais travaillé dans 2 emplois pour payer son école privée, vendu les bijoux qu'Henri m'avait donnés pour financer ses études universitaires, hypothéqué ma maison pour l'aider dans son mariage, et quand il avait perdu son emploi, j'avais ouvert mes portes sans hésiter. Pendant 5 longues années, ils avaient vécu avec moi sans payer un centime de loyer, sans contribuer aux factures, sans même acheter un litre de lait. Je payais tout, électricité, eau, gaz, internet, alimentation, produits de nettoyage. Ma retraite de 1 200 € s'évaporait chaque mois en soutenant 3 personnes. « Pierre, chéri, tu n'as rien oublié aujourd'hui ?» ai-je demandé délicatement, gardant encore un brin d'espoir dans le cœur. Il a soupiré profondément, comme si j'étais le plus grand ennui du monde. Le même soupir qu'il poussait enfant quand on l'appelait pour faire ses devoirs, sauf que maintenant il était chargé de méprises adultes. Ah, merde! Oui, j'avais complètement oublié. Camille, où est ce truc qu'on a mis de côté pour maman? Camille a levé les yeux dramatiquement, geste qui était devenu sa marque de fabrique chaque fois qu'elle était obligée d'interagir avec moi, et s'est traînée jusqu'à la cuisine. Elle est revenue en portant un sac plastique froissé du Carrefour, de ce qu'on prend à la caisse quand on oublie le sac réutilisable. « Voilà, bonne fête des mères » a-t-elle dit avec un sourire forcé, le même sourire faux qu'elle utilisait quand elle me présentait à ses amis comme « la belle-mère qui vit avec nous ». J'ai ouvert le sac avec les mains tremblantes. À l'intérieur il y avait une serpillière usagée, tachée de graisse et de produits de nettoyage, que j'avais moi-même jetée à la poubelle la semaine précédente. J'ai reconnu immédiatement, c'était la même serpillière que j'avais utilisée pour nettoyer leur salle de bain, qu'ils laissaient toujours immonde. Mon cœur s'est littéralement arrêté quelques secondes. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines, un vertige familier de quand la tension chute, un vide dans l'estomac qui n'avait rien à voir avec la faim. J'ai tenu ce chiffon immonde entre mes doigts, sentant l'odeur âcre d'eau de javel mélangée à l'humiliation la plus profonde de ma vie. Merci, ai-je réussi à chuchoter, parce que même dans ce moment de choc, mon éducation a parlé plus fort. Mais le pire, l'absolument pire, était encore à venir. Le téléphone a sonné exactement à 10h15. C'était Madame Dubois, ma voisine du dessous, une dame douce de 75 ans qui avait toujours été gentille avec moi.
Élodie, ma chère. Bonne fête des mères. Tu as vu quelle belle bague ton Pierre a donnée à la mère de Camille? Quel gendre attentionné elle a. J'ai senti le monde tourner. Comment ça, Marguerite? Mais enfin, la bague en or blanc avec des diamants. Elle était en train de se vanter dans la cour de l'immeuble il y a peu, en racontant à nous toutes. Elle a dit que Pierre avait dépensé 3 000 € à la bijouterie Cartier de la rue de la République. Quelle belle déclaration d'amour et de gratitude. 3 000 €. 3 000 €. J'ai raccroché le téléphone avec les mains tremblantes. Pierre et Camille m'observaient depuis le salon, et quand ils ont vu mon expression de choc et de douleur, quelque chose de terrible s'est produit, ils ont commencé à rire. Ce n'était pas un rire contenu, poli. C'était un éclat de rire cruel, sadique, chargé d'années de mépris accumulés. « Maman, tu pensais vraiment mériter quelque chose de cher ?» a dit Pierre, se levant du canapé et venant vers moi comme un prédateur. « Regarde ton âge. Pourquoi diable tu veux des bijoux? Bientôt tu vas, enfin, tu comprends ce que je veux dire. » Le mot « mourir » a flotté dans l'air sans être prononcé, mais nous l'avons tous entendu clairement. En plus, a ajouté Camille, se joignant à son mari dans une démonstration de cruauté conjugale, nous économisons pour quand nous hériterons de cette maison. Ça n'a pas de sens de dépenser de l'argent en cadeaux inutiles pour quelqu'un qui a déjà vécu tout ce qu'elle avait à vivre. La mère de Camille, elle oui mérite d'être reconnue, a continué Pierre. Elle a élevé une fille merveilleuse, éduquée, belle. Elle mérite d'être honorée. Et moi, ai-je réussi à demander, ma voix sortant comme un fil. Toi, tu as fait ton devoir. Tu as élevé un fils, point. Tu n'attendais pas une récompense pour ça, si? À ce moment exact, quelque chose est mort en moi. Ce n'était pas seulement mon cœur qui s'est brisé en 1000 morceaux, c'était mon illusion sur la famille, ma foi dans l'amour filial, ma croyance que la bonté engendre la bonté. Une partie d'Élodie que je connaissais depuis 70 ans a simplement cessé d'exister. Mais une autre Élodie est née. Une Élodie que je ne savais pas qui existait. Une femme fatiguée d'être paillasson, lasse d'être invisible, déterminée à récupérer sa dignité. J'ai souri. Un sourire lent, froid, calculateur, qu'ils ont complètement mal interprété. C'est bon, ai-je dit avec un calme qui m'a surprise. Merci pour le cadeau. C'était très éclairant. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte avec soin et je me suis assise sur le lit où j'avais dormi à côté d'Henri pendant 25 ans. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis ses funérailles, il y a 15 ans. Mais entre les larmes amères, une détermination de fer a commencé à grandir dans ma poitrine. À 70 ans, j'allais finalement apprendre ce que signifiait se battre pour moi-même. Et ils n'avaient pas la moindre idée de l'ouragan qui était sur le point de s'abattre sur leur vie. J'ai pris le téléphone et j'ai commencé à passer des appels. Le premier était pour mon ancien avocat. Le deuxième, pour ma gestionnaire de banque. Le troisième, pour une amie qui travaillait dans une agence immobilière. Il était temps de montrer à Pierre et Camille que sous-estimer une mère de 70 ans serait la plus grande erreur de leur vie. Ils ont ri de moi ce jour-là, convaincus que j'étais juste une vieille pathétique attendant que la mort arrive. Ils ont appelé mon amour, devoir, et ma dévotion, normale. Mais j'avais des plans. Des plans qui transformeraient leur vie pour toujours. Ce qui s'est passé les jours suivants était quelque chose que même dans mes rêves les plus audacieux je n'imaginais pas être capable d'exécuter. Et quand j'ai terminé, ils ont compris qu'une mère méprisée peut être plus dangereuse que n'importe quelle tempête. Les 7 jours qui ont suivi ce dimanche maudit ont été les plus révélateurs de ma vie. J'ai décidé d'observer tout avec des yeux nouveaux, de prêter attention à chaque détail que j'ignorais auparavant par amour aveugle. Lundi matin, à 7 heures, j'étais dans la cuisine à préparer le petit déjeuner comme toujours. Pierre est descendu en peignoir, a pris le café que j'avais préparé, le toast que j'avais fait, la confiture que j'avais ouverte, et est parti sans un mot. Camille est apparue une demi-heure plus tard, se plaignant que le café était trop froid et que j'aurais dû attendre qu'elle se réveille pour le faire frais. La prochaine fois,
réveille-toi plutôt, a-t-elle dit, jetant la moitié du café dans l'évier. Le café froid, c'est dégoûtant. J'ai observé en silence. Combien de fois avait-elle fait cela? Des centaines? Des milliers? Et moi j'avais toujours refait le café, toujours présenté mes excuses, toujours essayé de faire plaisir. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Au lieu de me précipiter pour refaire le café, je l'ai regardé vider ma tasse dans l'évier avec une froideur nouvelle. Pour la première fois en 5 ans, j'ai dit: si tu veux du café chaud, tu peux en faire toi-même. Elle s'est retournée, surprise par mon ton. Qu'est-ce qui te prend, Élodie? Rien. Je constate simplement que tu es assez adulte pour préparer ton propre café. Son visage s'est assombri, mais elle n'a rien dit. Elle a pris une pomme dans le frigo, une pomme que j'avais achetée et payée, et est sortie en claquant la porte. Ce jour-là, Pierre est parti chercher du travail, routine qu'il maintenait depuis 5 ans sans jamais rien trouver. En réalité, je savais qu'il passait ses matinées au Café de la Paix avec ses anciens collègues de Renault, buvant des bières et se plaignant de l'injustice du monde. Camille est allée au centre commercial avec ses amis, dépensant de l'argent qu'elle n'avait pas, probablement en utilisant ma carte de crédit supplémentaire que je leur avais donnée dans un moment de générosité. Restée seule à la maison, j'ai commencé mon enquête. J'ai d'abord fouillé dans mes papiers administratifs, cherchant tous les documents financiers des derniers mois. Ce que j'ai découvert dans les relevés bancaires m'a donné la nausée. Ma compte avait des mouvements que je n'avais pas autorisés, achat chez Zara pour 250 €, restaurant cher comme le Bouchon des Filles pour 180 €, essence pour 400 € par mois, alors qu'il n'avait même pas de voiture, et même un abonnement à une salle de sport à 89 € par mois au nom de Camille. Ils utilisaient ma retraite comme si elle leur appartenait de droit. Pire encore, j'ai découvert qu'ils avaient ouvert un crédit revolving de 5 000 € en utilisant ma maison comme garantie. Sans ma permission. Sans même m'en parler. La rage que j'ai ressentie à ce moment-là était différente de tout ce que j'avais connu. Ce n'était pas la colère explosive et émotionnelle, c'était quelque chose de plus profond, de plus calculé. Une indignation froide qui me donnait une clarté mentale que je n'avais jamais eue. Je suis ensuite allé fouiller leur chambre, quelque chose que je n'avais jamais fait par respect pour leur intimité. Ce que j'ai vu m'a choqué au-delà des mots. Des vêtements neufs encore avec leurs étiquettes étaient éparpillés sur le lit, une robe Mango à 120 €, un costume Hugo Boss à 450 €, des chaussures Louboutin à 600 €. Tout payé avec M1 argent. Sur la commode, des parfums de luxe, Chanel numéro 5 pour elle, Dior Sauvage pour lui. Dans la salle de bain, des cosmétiques haut de gamme, crème la mer, maquillage Yves Saint Laurent. Ils vivaient comme des riches avec l'argent d'une retraitée de 70 ans. Mais le pire était encore à venir. Sur le bureau de Pierre, j'ai trouvé des documents qui m'ont glacé le sang. Des simulations de prêts immobiliers basés sur la valeur de ma maison. Il prévoyait de la vendre dès ma mort. Il y avait aussi des conversations WhatsApp imprimées, il avait dû les oublier dans l'imprimante. J'ai lu avec horreur. Camille, combien de temps tu penses que ta mère va encore vivre? Pierre, pas très longtemps. Elle devient plus lente, plus oublieuse. 2, 3 ans maximum. Camille, j'en peux plus de vivre ici. Elle est tellement énervante avec ses manies de vieille. Pierre, patience, chérie. Bientôt nous aurons notre propre maison. Et là nous pourrons vraiment vivre. Camille, tu as vu les prix de l'immobilier à Bellecour? Avec l'argent de la vente de sa baraque, on pourrait avoir un bel appartement. Pierre, et ses économies aussi. Elle a au moins 80 000 € sur son livret A. Camille, comment tu le sais? Pierre, j'ai regardé ses papiers quand elle était chez le médecin. La vieille est plus riche qu'elle ne le fait croire. J'ai dû m'asseoir sur leur lit pour ne pas m'évanouir. Mes propres fils planifiaient ma mort comme un événement financier avantageux. Mais il y avait encore d'autres messages, datés de la semaine précédente. Pierre, ma mère commence à poser des questions bizarres sur l'argent. Camille,
Quel genre de question? Pierre, elle a demandé pourquoi sa carte était refusée au supermarché hier. Camille, merde. On a peut-être exagéré ce mois-ci. Pierre, il faut qu'on fasse plus attention. Si elle découvre qu'on utilise ses comptes. Camille, elle peut pas nous virer. C'est sa mère, elle nous aime trop. Pierre, ouais, mais quand même. Les vieux, ça devient méfiant. Je me suis assise sur leur lit, M.O.N. dans Emma Maison, et j'ai pleuré encore une fois. Mais ces larmes étaient différentes. Ce n'étaient plus des larmes de douleur, mais de rage. Une rage pure, purificatrice, qui brûlait comme un feu sacré. À ce moment-là, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Ils rentraient plus tôt que prévu. J'ai rapidement remis tous les papiers en place et je suis retournée dans ma chambre. « Maman ? Tu es là ?» a crié Pierre depuis le salon. « Oui, je me repose un peu » ai-je répondu, essayant de garder une voix normale. « D'accord. On sort ce soir, on rentrera tard. » Bien sûr qu'il sortait. Avec mon argent. Le mardi matin, pendant qu'il dormait encore, je suis sortie très tôt pour aller au centre-ville de Lyon. Ma première étape était le cabinet d'avocat de Jean-Claude Rousseau, rue de la République, un homme de 60 ans qui s'occupait de mes affaires juridiques depuis la mort d'Henri. Élodie. Quelle merveilleuse surprise. Comment allez-vous, ma chère amie? J'ai tout raconté. Absolument tout. Le cadeau humiliant, la bague de 3000 € pour la belle-mère, les conversations que j'avais découvertes, l'usage non autorisé de ma retraite, le crédit revolving ouvert sans mon consentement. Jean-Claude m'a écouté en silence, son visage passant par une gamme d'expressions, surprise, indignation, révolte. Élodie, c'est inadmissible. Utiliser votre retraite sans autorisation est un délit. Ouvrir un crédit en votre nom sans votre accord est une fraude. Et vous avez parfaitement le droit de faire ce que vous voulez de vos biens. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, Jean-Claude. Je veux changer complètement mon testament. Vous êtes sûr? C'est une décision très grave. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie. Nous avons passé 3 heures à refaire toute ma documentation. Jean-Claude m'a expliqué toutes mes options légales, m'a conseillé sur les meilleures stratégies. Quand je suis sortie de son bureau, j'étais officiellement une femme libre. Libre de décider de mon destin sans considérer des enfants ingrats. Ma deuxième étape était le Crédit Lyonnais, ma banque depuis 40 ans. Madame Petit, ma gestionnaire, a été choquée par ce que nous avons découvert ensemble. Madame Moreau, il y a des mouvements suspects sur votre compte depuis des mois. Pourquoi ne nous avez-vous pas contacté plus tôt? Parce que je faisais confiance à mon fils. Nous allons immédiatement annuler toutes les cartes supplémentaires et créer un nouveau compte pour vous. Et nous allons porter plainte pour l'usage frauduleux de vos données bancaires. En 2 heures, toute ma vie financière a été réorganisée. Pierre et Camille se réveilleraient le lendemain sans accès à un centime de mon argent. Mais j'avais encore d'autres surprises en réserve. L'après-midi, je suis allé chez le notaire, Maître Durand, pour officialiser les changements de testament. Puis j'ai rendu visite à Madame Fontaine de l'agence immobilière Century 21. Vous voulez louer un nouvel appartement et expulser votre propre fils? A-t-elle demandé, presque tombant de sa chaise. Je veux récupérer ma dignité, madame. Et cela a un prix que je suis prête à payer. Nous avons visité 4 appartements cet après-midi-là. Le dernier m'a conquise immédiatement, un magnifique 3 pièces dans la presqu'île, avec vue sur le Rhône, meublé, dans un bel immeuble avec concierge 24h24. Combien? Ai-je demandé. 1800 € par mois. Je le prends. Quand puis-je emménager? Vous êtes sûr? C'est une décision très rapide. Madame, à 70 ans, nous n'avons pas le temps pour les décisions lentes. Le mercredi, pendant que Pierre et Camille dormaient encore, ils ne se levaient jamais avant 10 heures du matin, j'ai fait d'autres appels stratégiques. J'ai appelé l'entreprise de déménagement lyonnais, j'ai besoin d'un service complet pour vendredi.
J'ai appelé mon ancienne collègue de travail, Marie-Claire Laurent, j'ai besoin de votre aide pour une situation délicate. J'ai appelé ma cousine Sylvie à Marseille, pouvez-vous m'héberger quelques jours si nécessaire? J'ai même appelé un serrurier, je veux changer toutes les serrures de mon appartement vendredi après-midi. Chaque appel était une brique dans la construction de ma liberté. Le mercredi soir, Pierre et Camille sont rentrés à la maison ivres, ils avaient dîné dans un restaurant cher, essayant certainement d'utiliser ma carte, qui était déjà annulée. Ils m'ont trouvé dans le salon, cousant calmement un ourlet. « Maman, on a essayé d'utiliser votre carte au restaurant et elle a été refusée, » a dit Pierre, visiblement irrité. « Il y a un problème avec la banque ? » « Un problème ?» ai-je demandé, sans lever les yeux de ma couture. « Non, aucun problème. La carte a été annulée, c'est tout. »« Comment ça, annulée ?» Camille est entrée dans la conversation, déjà énervée. « J'ai décidé que vous n'aviez plus besoin d'avoir accès à mes ressources financières. »« Tu ne peux pas faire ça, » a crié Pierre. « Nous sommes une famille. »« Nous le sommes », j'ai levé les yeux de ma couture et les regardé fixement. « Les familles se basent sur l'amour et le respect mutuel, Pierre. »« Qu'est-ce que nous avons ici ?» Ils se sont regardés, cherchant clairement une stratégie. « Maman, tu fais du drame à cause du cadeau de la fête des mères ?» a tenté Camille avec un ton condescendant. C'était juste une plaisanterie. Une plaisanterie qui a coûté 3 000 € à votre mère et une serpillière usagée pour moi. Tu as su pour la bague ? Pierre est devenu rouge. Lyon est une petite ville pour certaines nouvelles, mon fils. Et alors, a dit Camille, devenant agressive. Ma mère mérite d'être reconnue. Elle nous a toujours soutenus. Contrairement à moi, bien sûr, ai-je répondu calmement. Écoute, Élodie, Camille s'est assise en face de moi, adoptant soudain un ton doucereux. Nous savons que tu as été un peu négligé ces derniers temps. Mais c'est juste que nous avons eu beaucoup de stress avec le chômage de Pierre. Stress que j'ai financé pendant 5 ans. Oui, et nous t'en sommes reconnaissants. Mais maintenant que Pierre va bientôt retrouver du travail. Ah bon ? Quel travail ? Silence gêné. Enfin, il cherche activement. Le marché est difficile. Pendant 5 ans ? Pierre a essayé une autre approche. Maman, écoute. Si tu as des problèmes avec notre façon de vivre, on peut en discuter. Mais annuler nos cartes comme ça, c'est excessif. Et nos S-cartes, j'ai posé ma couture et me suis levé. Pierre, ces cartes sont à MON non, liées à MON compte, financées par MA Retraite. Il n'y a rien de notre là-dedans. Mais nous sommes ta famille, a insisté Camille. Ma famille m'offre une serpillière usagée pour la fête des mères et dépense 3 000 € pour une étrangère. Ma famille utilise mon argent sans permission et planifie ma mort comme un événement financier. Si c'est ça la famille, alors je préfère être orpheline. Ils ont tous les deux pâli. Comment savais-je pour leur conversation ? Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir pendant qu'ils discutaient dans la chambre à côté. Les murs étaient minces, et j'ai pu tout entendre. Elle sait quelque chose, disait Pierre, paniqué. Impossible. Comment elle pourrait savoir ? Nos messages WhatsApp, tu crois qu'elle a fouillé ? Cette vieille ? Elle sait à peine se servir de son téléphone. Alors comment elle sait pour la bague ? Pour nos projets ? Lyon est un village, Pierre. Les gens parlent. Et maintenant ? Sans accès à son argent, comment on fait ? Il faut qu'on la calme. Qu'on lui fasse croire qu'on l'aime vraiment. Et si ça ne marche pas ? Alors on attend qu'elle meure. Elle ne peut pas vivre éternellement. J'ai serré les poings dans l'obscurité. Ces monstres étaient vraiment en train de planifier ma mort. Le jeudi matin, j'ai pris la décision finale. J'ai appelé Jean-Claude une dernière fois. Jean-Claude, je veux accélérer toute la procédure. Combien de temps pour que tout soit finalisé ? Si nous faisons les choses rapidement, tout peut être prêt d'ici demain. Parfait. Et pour l'expulsion ?
J'ai préparé tous les documents. Vous pourrez leur signifier vendredi. Vendredi matin est arrivé avec un ciel clair à Lyon. C'était le jour de ma résurrection. La vieille Élodie, celle qui acceptait tout, qui pardonnait tout, qui se sacrifiait pour des ingrats, allait mourir ce jour-là. Et à sa place naîtrait une femme qu'il n'avait jamais connue. Une femme qu'il n'oublierait jamais. Vendredi, 5 heures du matin. Je me suis réveillé avec le cœur qui battait la chamade, mais pas de peur, d'expectative. C'était le jour où j'allais récupérer ma vie. Les hommes de l'entreprise de déménagement arriveraient à 8 heures. Pierre et Camille avaient l'habitude de se lever à 10 heures. J'avais une fenêtre de 2 heures pour exécuter la première phase de mon plan. À 6 heures, j'ai appelé Marie-Claire. Élodie? Si tôt? Marie-Claire, j'ai besoin que vous veniez ici à 7h30. Et apportez votre caméra. Une caméra? Pourquoi faire? Vous allez vouloir enregistrer cela. Faites-moi confiance. À 7 heures, j'ai pris le bain le plus long de ma vie. J'ai choisi mes vêtements avec soin, un chemisier bleu marine qu'Henri disait toujours qui mettait en valeur mes yeux, un pantalon de costume noir, des chaussures plates confortables. Je voulais être impeccable pour le grand moment. Marie-Claire est arrivée ponctuellement à 7h30, portant un appareil photo numérique. Élodie, vous êtes rayonnante. Qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué rapidement le plan. Ses yeux ont brillé d'excitation. Mon Dieu! Vous allez vraiment faire cela? Oui. Et vous allez tout filmer pour que je puisse regarder après et me souvenir du jour où j'ai récupéré ma dignité. À 8 heures pile, la sonnette a retenti. C'étaient les hommes du déménagement, 3 gars costauds et sympathiques de l'entreprise déménagement lyonnais. Bonjour, Madame Moreau. Nous venons chercher vos affaires. Parfait. Vous pouvez commencer par ma chambre. Pendant qu'ils travaillaient, j'ai organisé les derniers détails. J'ai laissé 2 lettres sur la table du salon, une pour Pierre et l'autre pour le syndic de l'immeuble. À 9h30, Pierre et Camille dormaient encore profondément. Le bruit du déménagement les a finalement réveillés. J'ai entendu Pierre crier depuis la chambre, « Que diable se passe-t-il » Camille a crié aussi, « C'est quoi ce bruit » Ils sont descendus en pyjama, avec la tête de quelqu'un qui venait de se réveiller, et se sont trouvés face au spectacle, des hommes qui portaient mes meubles, mes vêtements, mes affaires personnelles. « Maman! Qu'est-ce qui se passe ici » a hurlé Pierre. « Je déménage » ai-je répondu calmement, supervisant les hommes qui portaient ma commode. « Comment ça, déménager ? Pour aller où » Camille était en panique. « Dans un nouvel appartement. Plus approprié pour une dame de mon âge. » « Tu ne peux pas faire ça. » Pierre a essayé d'empêcher un des hommes de porter mon fauteuil. « C'est notre maison. » « Votre maison ?» J'ai arrêté tout et me suis tourné vers lui. « Pierre, as-tu payé une traite de cette maison ?» Silence. « As-tu payé une facture d'électricité, d'eau, de gaz, de copropriété ?» Plus de silence. « As-tu contribué avec 1 centime à l'entretien de cette maison en 5 ans ?» Pierre est devenu rouge, mais n'a pas réussi à répondre. « Alors comment c'est votre maison ?» Camille a essayé une approche différente, commençant à pleurer. « Élodie, s'il vous plaît. Nous sommes une famille. Vous ne pouvez pas nous abandonner comme ça. » Une famille, j'ai ri amèrement. Une famille, c'est ce que vous avez démontré le jour de la fête des mères quand vous m'avez donné une serpillière usagée. C'était juste une plaisanterie, a-t-elle insisté. Une plaisanterie que votre mère n'a pas reçue, n'est-ce pas? Elle a gagné 3 000 € en bijoux. Marie-Claire filmait tout, capturant chaque expression, chaque mot. Pierre a essayé de m'embrasser, un geste qu'il n'avait pas fait depuis des années. Maman, pardon. Nous t'aimons. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je me suis éloigné de lui. Pierre, si vous m'aimiez, vous n'auriez pas utilisé ma retraite sans permission pendant des mois. Comment qui t'a dit ça, a-t-il bégayé. La banque, mon fils.
La banque a des registres de tout. Camille s'est assise par terre et a commencé à sangloter dramatiquement. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons pas d'argent. Vous auriez dû y penser avant de dépenser 3 000 € en cadeaux pour d'autres personnes. Où allez-vous habiter ? A demandé Pierre, essayant de paraître inquiet. Dans un magnifique appartement dans la presqu'île. Avec vue sur le fleuve et sur une nouvelle vie. Une vie où je suis traité avec respect. Combien allez-vous payer de loyer ? A demandé Camille, toujours calculatrice. 1800 € par mois. 1800, ont-ils crié tous les deux ensemble. Vous êtes devenue folle ? Non, j'ai finalement retrouvé ma sanité mentale. Pendant 5 ans, j'ai soutenu 3 personnes avec ma retraite. Maintenant je vais soutenir seulement une, moi-même. Les hommes du déménagement travaillaient efficacement, ignorant le drame familial. En 2 heures, la moitié de mes affaires étaient déjà dans le camion. Pierre a essayé une dernière carte. Maman, tu es en train d'être manipulée. Quelqu'un te met ces idées dans la tête. Pierre, la seule personne qui m'a manipulée pendant des années, c'est toi. Tu m'as fait croire qu'être traité comme un paillasson était normal, qu'être méprisé était acceptable. Nous ne t'avons jamais méprisé. J'ai pris la serpillière qui était encore sur le buffet, je l'avais gardée comme preuve. Ceci c'est du respect, Pierre ? Il est resté sans voix. À 11 heures, les hommes ont porté le dernier meuble. J'ai pris mon sac et me suis dirigé vers la porte, mais avant, j'ai remis les 2 lettres que j'avais préparées. Ceci est pour vous, ai-je dit, donnant une lettre à Pierre. Et ceci est pour le syndic, l'informant que vous avez jusqu'à dimanche pour libérer l'appartement. Tu ne peux pas nous expulser, a crié Camille. Nous avons des droits. Nous habitons ici depuis 5 ans. Vous avez habité par Charité pendant 5 ans. Charité qui est maintenant retirée. Pierre a ouvert la lettre avec des mains tremblantes et a lu à voix haute. Pierre et Camille, après 5 ans d'habitation par Charité dans ma maison, utilisant mes ressources sans permission et me traitant avec irrespect, je demande que vous libériez le bien immobilier jusqu'à dimanche. L'appartement sera rendu au propriétaire, moi, pour de nouveaux usages. Cordialement, Élodie Moreau. Nouveaux usages, a demandé Pierre, pâle. Quels nouveaux usages ? Je vais le louer à une famille qui valorise ce qu'elle a. Et si nous ne partons pas dimanche, a défié Camille. Alors j'appellerai la police. Vous occuperez illégalement une propriété privée. Camille s'est jetée à mes pieds, littéralement. S'il vous plaît, Élodie. Pardon. Nous pouvons changer. Nous pouvons être meilleurs. J'ai regardé vers elle, agenouillée sur le sol de MON appartement, implorant la générosité qu'elle avait méprisée pendant des années. Camille, vous avez eu 5 ans pour être meilleure. 5 ans pour démontrer de la gratitude, du respect, de l'affection. Vous avez choisi d'être parasite. Et maintenant, a demandé Pierre, vaincu. Maintenant vous apprenez à vivre par vos propres moyens. Comme des adultes de 45 et 38 ans auraient dû faire depuis longtemps. Je suis sortie de l'appartement accompagnée par Marie-Claire, qui continuait à filmer. Dans le couloir, j'ai trouvé plusieurs voisins qui étaient sortis pour voir le mouvement. Madame Dubois, ma voisine âgée, m'a embrassée. Élodie, vous avez fait ce qu'il fallait. Cela fait des années que nous assistons à la façon dont il vous traite. Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit, ai-je demandé. Ce n'était pas notre place. Mais nous espérions que vous vous réveilliez. D'autres voisins se sont approchés, offrant leur soutien. J'ai découvert que tout l'immeuble connaissait la situation et m'admirait de prendre finalement une attitude. Dans le camion de déménagement, j'ai regardé pour la dernière fois la fenêtre de l'appartement où j'avais vécu pendant 25 ans. Pierre et Camille étaient là, m'observant avec des expressions de choc et de désespoir. J'ai ressenti rien. Ni tristesse, ni remords, ni nostalgie. Seulement une paix profonde que je n'avais pas expérimentée depuis des années. Où, madame, a demandé le chauffeur. Vers ma nouvelle vie, ai-je répondu,
souriant pour la première fois depuis longtemps. Mais la vraie surprise était encore à venir. Ce que j'avais préparé pour qu'il découvre lundi ferait que le drame de vendredi ressemble à un simple échauffement point. Samedi et dimanche sont passés dans un tourbillon d'organisation dans mon nouvel appartement. Marie-Claire m'a aidé à tout arranger, et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment heureuse. L'appartement était parfait, lumineux, avec vue sur le Rhône, et complètement à moi. Élodie, vous êtes rayonnante, a commenté Marie-Claire pendant que nous arrangions la cuisine. Vous paraissez 10 ans plus jeune. Je me sens renaître, Marie-Claire. Comme si je m'étais réveillée d'un cauchemar de 5 ans. Pendant le week-end, j'ai reçu plusieurs appels de Pierre. Tous sont allés directement sur la messagerie. Je n'étais pas prête à entendre plus de mensonges, plus de chantage émotionnel, plus de manipulation. Lundi matin, à 9h pile, mon téléphone a sonné. C'était Jean-Claude, mon avocat. Élodie, tout est prêt. Les documents ont été déposés aujourd'hui même. Parfait. Et les autres procédures? Finalisées aussi. Votre fils doit être en train de recevoir les notifications à ce moment exact. À 10h, Pierre m'a appelé. Cette fois, j'ai répondu. Maman. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était méconnaissable, un mélange de panique et de désespoir. Bonjour à toi aussi, Pierre. Je viens de recevoir une notification du notaire. Tu as changé ton testament? J'ai changé. Comment ça, changer? Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je l'ai fait. À 70 ans, j'ai encore pleine capacité mentale pour décider de mes biens. À qui tu as laissé la maison? Sa voix se brisait. À la Fondation des Petits Frères des Pauvres. Silence absolu de l'autre côté de la ligne. C'est une institution qui s'occupe de personnes âgées abandonnées par leurs enfants, je continuais. J'ai trouvé ça approprié. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis absolument sérieuse. Et il y a plus. Plus? Plus quoi? J'ai aussi déposé une plainte à la banque pour usage non autorisé de mes ressources financières. Quelle plainte? Nous sommes une famille. Une famille n'utilise pas l'argent de retraite de la mère sans permission pour acheter des vêtements de marque et des cadeaux pour des tierces personnes. Pierre a commencé à pleurer de l'autre côté de la ligne. Un pleur désespéré, pathétique. Maman, s'il te plaît. Nous avons commis des erreurs, mais nous pouvons réparer. Pierre, vous avez eu 5 ans pour réparer. 5 ans à habiter gratuitement dans ma maison, à manger ma nourriture, à utiliser mon argent. Et comment m'avez-vous remercié? Avec une serpillière usagée le jour de la fête des mères. C'était juste une erreur. Une plaisanterie de mauvais goût. Pendant ce temps, vous avez dépensé 3 000 € en bagues pour une personne que vous ne connaissez que depuis 5 ans. Cela me dit exactement la valeur que j'ai pour vous. Camille fait une crise de panique. Elle n'arrive pas à arrêter de pleurer. Intéressant. Elle n'a pas pleuré quand elle m'a humilié le jour de la fête des mères. Elle ne pleure que quand il y a des conséquences. Où allons-nous habiter? Nous n'avons pas d'argent pour louer un appartement. Pierre, tu as 45 ans. Camille en a 38. Vous êtes des adultes formés, capables de travailler et de vous entretenir. Faites ce que des millions de personnes font, travailler. Mais le marché est difficile. Ce n'est pas facile de trouver du travail. Ce n'était pas facile pour moi non plus quand je travaillais en double poste pour payer tes études. Mais j'ai réussi. Je suis sûre que vous y arriverez aussi. J'ai raccroché le téléphone. 10 minutes plus tard, il a rappelé. Maman, au moins donne-nous un délai. Nous n'arrivons pas à trouver un appartement en 2 jours. Vous avez eu 5 ans pour vous organiser financièrement et vous avez choisi de vivre comme des parasites. Les conséquences sont vôtres. Et si je trouve un emploi? Si nous montrons que nous avons changé? Pierre, vous avez changé quand vous avez découvert que vous n'auriez plus accès à mon argent. Vous n'avez pas changé par amour ou respect, vous avez changé par nécessité.
Ce n'est pas un changement authentique. Au moins annule la plainte à la banque. Non. Pourquoi? Nous sommes une famille. Une famille ne vole pas sa propre mère, Pierre. Mardi, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Camille, pleurant compulsivement. Élodie, s'il vous plaît. Je vous implore. Pierre a perdu 15 kilos depuis vendredi. Il ne mange pas, ne dort pas, ne fait que pleurer. Camille, vous m'avez fait pleurer pendant 5 ans. Pardonnez-moi si je n'arrive pas à avoir pitié maintenant. Nous reconnaissons nos erreurs. Nous pouvons compenser. Comment? En rendant les 3000 € que vous avez dépensés en bague pour votre mère? En rendant les milliers que vous avez dépensés de ma retraite? En rendant les 5 années de dignité que vous m'avez volées? Nous pouvons travailler pour vous rembourser. Avec quel argent? Vous êtes au chômage et sur le point d'être sans logement. Alors il n'y a rien que nous puissions faire? Si. Vous pouvez apprendre à vivre comme des adultes responsables. Vous pouvez grandir. Vous pouvez découvrir la valeur du travail honnête et de la gratitude. Et après? Si nous arrivons à nous relever, vous nous pardonnez? Je suis restée silencieuse un long moment. Camille, le pardon ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas revenir à la situation antérieure. Le pardon signifie que je ne porte plus de colère dans le cœur. Mais la confiance doit être reconstruite. Et cela prend du temps. Combien de temps? Peut-être toute une vie. Peut-être jamais. Vous avez détruit quelque chose de très précieux, la foi d'une mère dans l'amour de son fils. Mercredi, j'ai su par les voisins que Pierre et Camille avaient déménagé dans un minuscule appartement à Vaux-en-Velin, une banlieue de Lyon. Ils payaient 800 € de loyer pour un studio sans ascenseur au 4e étage. Pierre avait trouvé un emploi comme ouvrier dans une usine de pièces automobiles, le même type de travail que je faisais quand il était enfant. Camille avait commencé à travailler comme caissière dans un supermarché. Jeudi, Marie-Claire m'a apporté des ragots du quartier. Élodie, j'ai croisé la mère de Camille au marché. Elle était furieuse. Pourquoi? Parce que Camille a dû vendre la bague de 3000 € pour payer la caution du nouvel appartement. J'ai ressenti une satisfaction profonde. Le symbole de l'humiliation que j'avais reçu le jour de la fête des mères était devenu le symbole de leur propre déchéance. Et vous savez quoi encore? Pierre maigrit tellement que ses collègues de travail sont inquiets. Ils disent qu'il a l'air hanté. Peut-être qu'il voit les fantômes de sa propre conscience, ai-je commenté. 3 semaines après mon déménagement, j'arrosais les fleurs du balcon quand le téléphone a sonné. C'était Pierre, mais cette fois sa voix était différente, plus mature, plus humble. « Maman, puis-je venir te rendre visite? » Pourquoi faire? Pour parler. Vraiment, cette fois. Pierre, je ne suis pas intéressé par la manipulation émotionnelle. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une demande d'excuse réelle. Quelque chose dans le ton de sa voix m'a fait hésiter. Où habitez-vous? Dans un studio à Vaux-en-Velin. C'est petit, mais c'est à nous. Nous payons avec notre propre argent. Tu travailles? Oui. À l'usine Peugeot. Équipe du matin. Camille travaille l'après-midi au Carrefour. Et comment vous sentez-vous? Long silence. Fatigué. Mais, fier. Pour la première fois en 5 ans, nous nous entretenons tout seuls. Venez ici samedi à 3 h de l'après-midi. Mais Pierre? Oui. Si c'est pour pleurer et demander de l'argent, ne venez même pas. Ce n'est pas ça, maman. Je promets. Samedi est arrivé nuageux. À 3 h pile, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai presque pas reconnu mon fils. Pierre avait beaucoup maigri, avait des cernes profondes, les mains calleuses du travail dur. Camille était méconnaissable, sans maquillage, cheveux simples, vêtements bon marché mais propres. Entrez, ai-je dit, les emmenant au salon. Ils se sont assis sur le canapé comme 2 adolescents pris en faute.
Le silence était gênant. Maman, Pierre a commencé, regardant ses propres mains, je suis venu demander pardon. J'ai déjà entendu ça. Pas comme ça. Pas avec cette sincérité. Il a levé les yeux, et j'ai vu de vraies larmes. Ces derniers jours, travaillant à l'usine, rentrant à la maison fatigué, comptant les pièces pour acheter à manger, j'ai compris. Compris quoi? Ce que tu as fait pour moi pendant toute ma vie. Tu as travaillé ainsi pendant 20 ans pour me donner une vie meilleure. Et quand j'ai eu besoin, tu as ouvert ta maison, ton frigo, ton compte en banque, sans rien demander en échange. Camille s'est manifestée pour la première fois. Élodie, je n'avais jamais travaillé avant de me marier avec Pierre. Je n'ai jamais su ce que c'était que de gagner son propre argent, payer ses propres factures. Ces derniers jours ont été les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus éducatifs. Continuez, ai-je dit froidement. J'ai découvert que l'argent a un poids quand on le gagne avec effort. Qu'une maison a de la valeur quand on la paye. Que la nourriture a du goût quand on l'achète avec sa propre sueur. Pierre a continué. Maman, le cadeau du jour de la fête des mères, je n'ai pas d'excuses. C'était cruel, inhumain, impardonnable. C'était. Et la bague de la mère de Camille, nous avons dépensé 3 000 € qui n'étaient pas à nous pour impressionner une personne que nous ne connaissions même pas bien. Correct. Nous avons vendu la bague, a dit Camille, sortant quelque chose de sa poche. Et nous avons apporté ceci pour vous. C'était une enveloppe avec de l'argent. Qu'est-ce que c'est? 1 500 €. La moitié de la valeur de la bague. C'est tout ce que nous avons réussi à récupérer. Je ne veux pas de votre argent. S'il vous plaît, acceptez, a insisté Pierre. Pas comme paiement, rien de ce que nous avons fait ne peut être payé. Acceptez comme le premier pas d'une dette que nous mettrons toute notre vie à rembourser. J'ai pris l'enveloppe, mais pas pour la garder. Je vais la donner à la même institution qui recevra ma maison. C'est bien, a dit Pierre. C'est juste. Et maintenant, ai-je demandé. Vous êtes venu ici pourquoi? Pour que je change le testament? Non, a répondu Camille, me surprenant. Nous sommes venus vous demander quelque chose de plus précieux que l'argent ou l'héritage. Quoi? Une chance, a dit Pierre. Une chance de montrer que nous pouvons être de vrais enfants. Que nous pouvons vous aimer et vous respecter sans intérêt. Que nous pouvons construire une relation basée sur l'affection authentique. Et si je dis non? Alors nous respecterons votre décision, a-t-il dit. Mais nous continuerons à essayer d'être de meilleures personnes. Pour nous-mêmes, et en votre honneur. Je suis restée silencieuse plusieurs minutes, les observant. Pierre, le garçon que j'avais élevé, à qui j'avais appris à marcher, à parler, que j'avais rêvé voir prospère et heureux. Camille, la belle-fille que j'avais reçue comme une fille et qui m'avait blessée si profondément. C'est bon, ai-je dit finalement. Mais avec des conditions. N'importe quelles conditions, ont-ils dit ensemble. Premièrement, vous ne me mentirez plus jamais. Sur rien. Si vous allez mal financièrement, dites-le moi. Si vous avez besoin d'aide, demandez honnêtement. Mais ne m'utilisez plus jamais et ne me trompez plus. Nous promettons. Deuxièmement, notre relation recommence de zéro. Vous n'êtes plus mes dépendants, vous êtes mes enfants. Cela signifie que nous nous rendons visite, nous parlons, nous partageons joie et tristesse, mais chacun vit sa propre vie. Nous comprenons. Troisièmement, le testament reste comme il est. Ma maison ira à l'institution de charité. Si vous avez vraiment changé, cela ne devrait pas vous importer. Pierre a avalé sa salive avec difficulté, mais a acquiescé. Et quatrièmement, ai-je continué, vous allez travailler comme bénévole dans cette même institution une fois par mois. Pour comprendre ce que c'est que de s'occuper de personnes âgées qui ont été abandonnées par leurs enfants. Nous le ferons, a dit Camille. Alors nous avons un accord. Pierre s'est levé, hésitant, a ouvert les bras. Puis-je t'embrasser, maman? Je me suis levée et l'ai embrassé.
C'était une étreinte différente de toutes celles que nous avions échangées, une étreinte entre égaux, entre personnes qui se respectent. Maman, a-t-il chuchoté à mon oreille, merci de ne pas avoir renoncé à moi. Pierre, une mère ne renonce jamais à son enfant. Mais parfois elle doit enseigner des leçons dures pour qu'il grandisse. 6 mois plus tard, je suis ici, à 70 ans, vivant la meilleure période de ma vie. Pierre et Camille me rendent visite tous les dimanches, mais maintenant ils arrivent avec des cadeaux simples et sincères, des fleurs du jardin, un gâteau que Camille a appris à faire, des photos du travail bénévole qu'ils font à l'institution. Pierre a été promu à l'usine et étudie le soir pour se spécialiser. Camille a découvert qu'elle aimait travailler avec les gens et fait un cours d'auxiliaire de vie. Ils ont déménagé dans un appartement meilleur, mais encore petit et modeste. Ils paient toutes les factures, économisent de l'argent, et pour la première fois de leur vie, ils sont fiers de leur conquête. Le dernier jour de la fête des mères, j'ai reçu un cadeau qui m'a fait pleurer, mais de joie. C'était un album de photos qu'ils avaient monté avec des moments de ma vie, ma jeunesse, mon mariage avec Henri, les premières années de Pierre, mes conquêtes professionnelles. À la dernière page, il y avait une lettre. Pour la mère la plus forte, courageuse et sage que nous connaissons. Merci de nous avoir enseigné que l'amour véritable signifie parfois dire non. Merci de nous avoir montré la valeur de la dignité. Merci de nous avoir donné la chance de grandir. Avec amour sincère et gratitude éternelle, Pierre et Camille. À vous qui m'écoutez, je laisse ces leçons qu'il m'a fallu 70 ans de vie pour apprendre. Premièrement, n'acceptez jamais d'être traité avec irrespect, peu importe qui est la personne. La dignité n'est pas négociable. Deuxièmement, l'amour véritable exige la réciprocité. Si vous donnez toujours et ne recevez jamais, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. Troisièmement, enseigner les limites est un acte d'amour. Parfois, la plus grande démonstration d'affection est de laisser la personne affronter les conséquences de ses actes. Quatrièmement, il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 70 ans, j'ai découvert que j'avais encore toute une vie devant moi. Et cinquièmement, une mère est quelqu'un qui vous aime inconditionnellement, mais cela ne signifie pas qu'elle doit tout accepter inconditionnellement. Aimez vos mères, respectez leurs sacrifices, valorisez leur dévouement. Parce qu'un jour, quand elles ne seront plus là, vous vous souviendrez de chaque mot, chaque geste, chaque moment perdu. Je suis Élodie Moreau, j'ai 70 ans, et ceci est l'histoire de comment une serpillière m'a enseigné la valeur de la dignité propre. Et vous? Quelles leçons apprenez-vous de vos mères avant qu'il ne soit trop tard? Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'avez écouté jusqu'ici reconnaissent cette douleur dans la poitrine. Peut-être avez-vous aussi reçu des cadeaux qui ont fait plus mal que leur absence. Peut-être entretenez-vous aussi des enfants adultes qui ont oublié ce que signifie la gratitude. Si mon histoire a touché des blessures que vous portez en silence, ne gardez pas cela pour vous. Écrivez dans les commentaires, racontez-moi comment est la relation avec vos enfants. Vous sentez-vous valorisé? Respecté? Ou êtes-vous aussi devenu invisible dans votre propre maison? Partagez vos histoires. Parfois, un mot de vous peut réveiller quelqu'un qui dort encore dans le même cauchemar que j'ai vécu. Et si vous connaissez d'autres personnes qui ont besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour récupérer sa dignité, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire. Parce qu'une mère qui trouve sa force peut inspirer d'autres mères à trouver la leur. Je suis Élodie, j'ai 70 ans, et maintenant je sais que ma valeur ne dépend pas de qui me reconnaît, elle dépend de comment je me reconnais. Et vous? Quand allez-vous vous reconnaître?